Eh bien, allons-y. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, hein, jusqu'à mercredi, puisque le télétravail finit mercredi, ou dans vos bureaux. Nous sommes un cabinet toulousain, donc nous sommes occitans, et le webinaire va s'articuler en deux temps. Je suis donc le responsable commercial de la société. Je suis un facilitateur, hein, je mets des personnes en relation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Florent Tramu, notre juriste spécialisé des PO. Premier temps, je vais vous expliquer, vous vulgariser, parler du RGPD. Deuxième temps, Florent prendra le relais et répondra à vos questions. Alors, par expérience, nous savons que les personnes parfois n'osent pas ou n'ont pas le temps de poser des questions et il sera organisé le mardi 15 juin une matinée de présence technique. C'est-à-dire que vous aurez loisir pendant une demi-heure d'être en relation directe avec Florent Tramu et de lui poser des questions d'ordre général ou particulière sur le RGPD, sur le domaine du RGPD, son application, ses particularités. Voilà, des questions générales ou particulières. Florent, avant que je prenne la parole. Mais bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Donc concernant la deuxième partie que je vais assurer avec vous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au cours de la présentation. Vous avez également la possibilité de les poser en toute fin de vive voix. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions inutiles et je suis là pour répondre à toutes vos interrogations. Voilà, bonne présentation à vous. Voilà, je vais essayer de ne pas vous endormir de lundi au soleil, un webinaire. On va essayer de faire ça bien. C'est parti, c'est parti. Le fameux RGPD, le Règlement général de la protection des données ou la réglementation générale de la protection des données. Aujourd'hui, il est impossible de se lancer dans une entreprise ou une association de collectivité sans se conformer au Règlement général sur la protection des données et à sa transposition française depuis le 1er juin 2019, loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite informatique et liberté, est en vigueur. L'article fondamental, c'est l'article premier que je vais lire, je suis désolé, hein, c'est du droit. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Les droits des personnes de décider, de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel et les concernant, les obligations incombent aux personnes qui traitent ces données s'exercent dans le cadre du règlement de l'Union européenne. Voilà, et les articles. En fin de compte, le joli Dalloz, ce joli code rouge. Alors, parler du RGPD, nous allons regarder un film de 3 minutes. Prenez votre popcorn et votre coca pour expliquer la genèse, pourquoi ce fameux RGPD. Et la CNIL a produit un film qui est très bien fait de 3 minutes que je vous invite à regarder. Aujourd'hui, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a 40 ans. Et il y a 40 ans, l'informatique, ça ressemblait plutôt à ça. Oui, bon, ce n'était que le début de l'informatisation des entreprises et des administrations. Et déjà, en 1974, le projet Safari provoquait un tollé dans l'opinion publique. Allait-on vraiment ficher tous les Français juste parce que l'informatique le permettait ? Très vite, on mit en place une commission pour garantir que le développement de l'informatique ne se réaliserait plus que dans le respect de la vie privée et des libertés individuelles. Ainsi naquit la loi informatique et liberté et l'autorité indépendante chargée de la faire appliquer, la CNIL. Désormais, tous les grands fichiers administratifs informatisés devront être soumis à la CNIL pour avoir son avis et elle le donnera. En 1981, le projet Gamin, qui devait collecter et détecter automatiquement les enfants à risque, est fermement retoqué par la CNIL. L'État devra revoir sa copie en anonymisant une partie de ses données. Puis, dans les années 90, arrive le réseau anonyme et complètement libre qui allait changer le monde. Internet. Oui, bon, pendant ce temps-là, les Français découvrent les joies du marketing et des cartes de fidélité. Mais lorsqu'ils se mettent au e-commerce, ils laissent aux marques le soin de les ficher. Pour encadrer les pratiques, l'Europe vote une directive en 1995 qui sera un tournant pour la CNIL.
Elle pourra désormais sanctionner et autoriser, ou pas, les fichiers sensibles des acteurs privés. Dans les entreprises, elle s'appuiera même sur un réseau de correspondants bienveillants, les CIL, car il n'y a pas que la sanction dans la vie. Mais après le 11 septembre 2001, les exigences sécuritaires s'emballent. Les révélations d'Edward Snowden en dévoileront les dessous. Les données personnelles des citoyens collectées par les géants d'Internet sont utilisées par des services de renseignement. Le grand public est sous le choc, le monde entier est sur écoute. En France aussi, les attentats ont bousculé les priorités. Alors, pour éviter les dérives, la CNIL demande des garanties supplémentaires à chaque nouvelle mesure de sécurité. Mais les gens ne comprennent pas toujours. Oui, bof, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher, hein. Hé! Ah, c'est un scandale! Aussi, la CNIL sensibilise et explique au grand public comment protéger et sécuriser ses données personnelles, même à ceux qui n'ont rien à cacher. Mais avec le numérique, mieux vaut prendre un temps d'avance. La CNIL accompagne les entreprises et les administrations dès le lancement de leurs projets. Elle inaugure son laboratoire d'innovation numérique afin d'analyser les nouveaux usages. Elle anime la réflexion sur les enjeux éthiques du numérique et elle se rapproche des autres CNIL européennes pour parler d'une seule et même voix face aux grands acteurs internationaux. Fruit de ce travail, en mai 2018, le règlement européen sur les données personnelles entrera en application. Tous les citoyens européens pourront demander le déréférencement d'une information grâce au droit à l'oubli et récupérer leurs données grâce au droit à la portabilité. Voilà, c'est vrai qu'à la CNIL, nous sommes particulièrement fiers d'avoir porté une vision de la protection de la vie privée en Europe, dans le monde et au-delà. Mais que voulez-vous, c'est juste indispensable pour que les technologies continuent à nous émerveiller. Vous l'aurez compris, le RGPD et la CNIL sont nés donc d'une évolution à la fois sociétale et technique, l'avènement de l'ère numérique et la modification du comportement des mœurs au quotidien des citoyens. Alors, nous avons vu la genèse, l'historique du RGPD. La question suivante, c'est qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Afin de clarifier tout ce que l'on entend, tout ce que l'on croit penser, tout ce que l'on croit savoir sur données personnelles, je vous invite à regarder cette vidéo d'1 minute. Une donnée personnelle, c'est quoi? Une donnée personnelle, c'est une information qui permet de vous identifier directement ou indirectement. Prenons l'exemple de Léo. Son prénom et son nom, mais aussi son âge, son genre, son numéro de téléphone, ses adresses postales et électroniques, sa voix ou encore son image sont des données personnelles. Parmi ces données, certaines sont dites sensibles, telles que sa religion, sa sexualité, son dossier médical ou encore ses opinions politiques. On y pense moins souvent, mais son adresse IP, sa signature ou encore ses empreintes digitales sont aussi des données personnelles. Les données personnelles sont précieuses. Protégez-les. Retrouvez tous nos conseils sur CNIL.fr. Voilà, qu'est-ce que le RGPD? Qu'est-ce qu'une donnée? Et il faut retenir donc les notions de données personnelles que nous avons, qui sont catégorisées, que nous avons catégorisées en 3 catégories. Les données courantes, vous l'avez compris, votre identité, votre traçabilité, tout ce qui concourt à définir ce que vous êtes en tant qu'individu. MyDigitPlace, nous avons décidé de porter une attention un peu plus particulière sur le numéro de sécurité sociale. C'est un numéro qui vous identifie de votre jour de naissance jusqu'à votre départ, et aussi les données bancaires. Les données bancaires, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une augmentation de la cybercriminalité et la recherche de cette information, donc bien sûr pour faire des vols de fonds. Et enfin, les données dites sensibles. Les données sensibles sont vraiment, je dirais, le cœur de votre personnalité, vos opinions philosophiques, les opinions religieuses, syndicales, vie sexuelle, origine raciale ou éthique. Alors raciale parce que dans le code, on parle de race, dans le code du RGPD. Là, et tout ce qui est données relatives à votre santé et les dernières données, bien sûr, les données biométriques et les données génétiques. Alors, l'ensemble de ces données, si au siècle dernier, et je suis du siècle dernier, la vie privée était clairement séparée de la vie publique, l'avènement de l'ère numérique aujourd'hui fait que cette frontière, malheureusement, devient quasi, voire
inexistante. Votre vie privée est jetée en pâture dans le domaine public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes au croisement de 3 sphères. La donnée se trouve au croisement de la sphère de l'entreprise, de la sphère privée et de nouveau de cette sphère publique. Alors, qui dit Internet, dit les grands exploitants des données. Et bien sûr, vous le savez, nous avons ce que nous appelons les GAFAM, qui passent leur temps à récupérer vos données, à collecter vos données, à définir, je dirais, un profil de l'ingénierie sociale, un profil psychologique pour anticiper vos achats. Les plus connus dans les GAFAM, nous trouvons donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et dites-vous bien qu'aujourd'hui, Jeff Bezos ne gagne pas de l'argent en vous vendant des produits Amazon, mais bien en revendant vos données. Donc, vous connaissez les GAFAM. Il y a aussi, bien sûr, les plus nouveaux qui ne sont plus des nouveaux, les Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, excusez-moi, Uber. Mais on oublie aussi un élément très important aujourd'hui qui est en pleine explosion, ce sont les startups et les data brokers. Aujourd'hui, nous avons tous cet outil en main et nous téléchargeons à volonté des logiciels et des applications, et leur but, c'est de collecter ce profil et de le revendre à des data brokers. Et ne pas oublier notre grand ami qui se trouve de ce côté de l'Europe, avec un beau marteau, une faucille, qui sont les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, et vous avez tous entendu parler des problèmes de Xiaomi et d'autres avec la mise en place de la 5G en France. N'oubliez jamais que si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Vieil adage, mais qu'il faut répéter sans cesse, car c'est le cas. L'autre aspect aujourd'hui du RGPD, c'est que cela va vous donner des droits d'information. Aujourd'hui, vous devez avoir la possibilité d'accéder à la façon dont vont être traitées vos données par une société, par une association. Le droit à l'opposition, refuser qu'une partie de ces données soit traitée. La consultation, cette fameuse consultation, c'est vous avez le droit aujourd'hui de demander à Google l'historique complet de toute votre action sur leur site et qu'est-ce qu'ils en font. La modification, c'est-à-dire modifier une donnée qui n'est pas conforme à la réalité. Vous étiez célibataire, vous devenez marié, c'est une modification, ou inversement. La minimisation, est-ce que la société, l'activité, l'association qui récolte l'ensemble des informations a besoin de toutes ces informations? Qui a besoin de savoir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un intérêt dans le traitement, dans l'affinité du traitement? La portabilité, ça vous la connaissez, elle existe depuis un petit moment. C'est la possibilité de changer d'opérateur, de passer de Orange chez Bouygues, de changer de banque, de la Caisse d'épargne au Crédit Agricole. Et bien sûr, l'humanisation, c'est-à-dire que vous allez demander à ce que votre dossier, vos données ne soient pas traitées par une intelligence artificielle. Exemple, votre CV, traité par une personne. Votre demande de crédit, non pas analysée par une intelligence artificielle, mais par un être humain. Et enfin, excusez-moi, la suppression de vos données, ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Si je devais résumer, pour savoir ce qu'une entreprise fait de vos données, consultez sa politique de confidentialité. Dedans, vous trouverez l'ensemble des actions, des outils et des moyens et la raison du traitement et la finalité du traitement. Elle est accessible normalement sur le site Internet, sur votre site, sur notre site, sur tous les sites. Qui dit Internet dit aussi un contexte de non-droit. Nous allons bien sûr nous approcher et nous intéresser aux darknets. La question que je t'en pose, c'est qu'est-ce qu'un pirate informatique? Un pirate informatique, ça peut être, on a tous en cette image, en tête de la personne seule. En fin de compte, historiquement, il y a très longtemps, lorsque le net est apparu, le chemin de communication entre deux facultés était tellement faible que le passe-temps des étudiants était de capter un maximum de ressources, donc de hacker le système pour qu'ils puissent, eux, avoir un maximum de ressources et pouvoir consulter sur le net. Mais aujourd'hui, ça a carrément changé de visage. Je dirais que le pirate informatique, ce n'est pas une personne, mais c'est un ensemble de personnes, un ensemble de compétences avec différents niveaux d'accès, différentes missions pour accéder au piratage complet des données d'un système pour aller vers la cybercriminalité. Alors, les pirates. Le hacker.
Le hacker, c'est le défi, c'est l'étudiant. C'est quelqu'un qui va se dire pourquoi je ne peux pas, c'est un défi, je vais le relever. Et simplement pour ce côté un peu sport, je vais rentrer sur un système et le pirater. Le deuxième, vous le connaissez, lui, l'activiste, son intérêt, c'est la politique. Vous connaissez tous Anonymous, on a dû parler, donc cette notion de mettre sur la place publique un débat d'idées, mais faites attention, il y a aussi cette approche, je dirais, historiquement de la propagande qui va tendre vers la fake news et donc vers l'influence de pensée et de réflexion. Nous avons bien sûr M. Snowden, le lanceur d'alerte, où là, en fin de compte, c'est la divulgation d'informations cachées. Et enfin, et je dirais que c'est aujourd'hui la plus grande part et le plus grand danger, le cybercriminel, où son seul intérêt, c'est votre argent. Ça ne va pas plus loin. Le numérique, un monde de non-droit. Alors, première chose, exploitation des datas, celle des GAFAM, hein, bien sûr, mais dans le cadre de cette cybercriminalité, l'idée, c'est d'aller chercher le maximum d'informations, de définir par le biais de l'ingénierie sociale, votre profil, le maximum d'informations pour accéder et voler votre identité. Alors, ça peut aller jusque simplement du harcèlement, on le connaît tous hein, sur Facebook, jusqu'à utiliser des outils pour pouvoir mettre en place les cyberattaques. Comment je vais aller chercher de l'information? Différentes méthodes, vous les connaissez. Le hameçonnage, le phishing, le ransomware, ça c'est la prise en otage, hein, la demande de rançon, les virus, les worms et le blocage complet de votre système d'information par le déni de service. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est simplement pouvoir usurper des moyens, des informations pour aller chercher du trafic d'armes, de drogue, de sexe, de traite humaine et tous les services illégaux. Juste pour info, aujourd'hui, dans le dark web, ce que nous appelons un pack full, ce qui coûte 100 $, c'est un ensemble de données sur lesquelles je vais avoir votre nom, votre prénom, votre adresse, votre email, votre RIB, et je vais pouvoir en toute impunité ouvrir dans le nord à Lille une boîte postale avec votre nom, une fausse adresse, me faire livrer de la drogue tranquillement, et un jour vous allez avoir la douane qui va frapper à votre porte en disant mais monsieur vous consommez, ou madame vous consommez de la drogue, ce qui n'est pas le cas, c'est l'usurpation d'identité pour pouvoir faire du trafic illicite. Alors, le RGPD. Le RGPD, en fin de compte, ce règlement, c'est un peu comme le chevalier Bayard qui veut défendre la veuve et l'orphelin, si ce n'est que le RGPD, c'est avant tout défendre le citoyen et défendre les droits du consommateur. Le RGPD est à votre service. Alors, nous avons vu le côté citoyen. Qu'en est-il pour l'entreprise? Nous allons quitter un peu le domaine privé pour aller vers le domaine de votre profession, le domaine public. En fin de compte, l'entreprise, elle est au croisement de différents flux. En tant qu'entreprise ou activité ou association, vous allez aller chercher des données, ce qu'on appelle l'acquisition de données. Ensuite, vous allez aussi recevoir des données parce que vous êtes sous-traitant d'une activité. Et dans votre activité, vous allez confier ces données à des sous-traitants. Et dans votre activité, vous allez partager des données avec des co-réalisateurs, des co-acteurs, des partenaires économiques. Ensuite, cette donnée, dans son temps de vie, va passer sur une phase d'archivage. Combien de temps je peux garder ces données? Et une fois que vous aurez fini d'utiliser ces données, elles partiront à la destruction. Alors, le RGPD implique des responsabilités et des obligations. Je suis désolé, je vais être un peu scolaire. Je vous ai mis les articles, nous pourrons revenir plus en détail après dans les questions avec Florent. Le premier point, votre obligation, c'est de la mise en œuvre des registres obligatoires. Registre des traitements, registre des sous-traitants, registre des sous-traitants et des incidents. Vous devez documenter les procédures. Donc, vous mettez en place les registres, mais il faut les documenter. Quel type de données je vais chercher? Pourquoi je vais les chercher? Quelle est la finalité de mon traitement? Quel est le temps de vie de la donnée? Ensuite, vous avez compris que vous n'êtes pas seul acteur, vous avez des sous-traitants. Je parle de sous-traitants en termes de RGPD, non pas uniquement des sous-traitants en termes économiques. Chez vous, vous utilisez un logiciel de paix. Ce logiciel est un sous-traitant dans vos outils. Auditer, c'est regarder s'ils sont conformes à la réglementation, s'ils apportent tous les éléments et s'ils concourent à la sécurité de la donnée. Et vous devez
contractualiser les clauses de sous-traitance. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez identifié un sous-traitant, il faut que vous mettiez des règles en place. Et il y a la notion de responsabilité et de co-responsabilité. Le fait de donner ces données à quelqu'un, à un tiers, ne vous vous n'êtes pas déresponsabilisé de la perte, du viol, de la destruction ou de l'altération de ces données. Pour information, sachez qu'aujourd'hui, les collectivités sont soumises aussi au RGPD et que dans le cadre de certains appels d'offres, vous pouvez avoir une cause d'exclusion si vous n'êtes pas conforme RGPD. La réglementation. Se conformer, c'est quoi? Je vais être de nouveau un peu scolaire. C'est d'abord mettre en place une documentation légale. Le registre des traitements de données à caractère personnel. Et je répéterai souvent, le registre des sous-traitants de données personnelles, les clauses de sous-traitance, le registre des incidents de violation des données à caractère personnel. Oui, parce que si vous avez une altération, une perte, un vol, une destruction de données, il faut avoir un registre du traitement. Les informations des personnes concernées, une politique de confidentialité, et oui, c'est à mettre en œuvre, et vous la trouvez souvent sur les sites web. Bien sûr, le consentement des personnes concernées. Lorsque vous allez chercher ces données, il faut le consentement des personnes qui vous les confient. L'analyse d'impact à la protection des données, c'est lorsque vous identifiez dans le traitement une particularité ou lui prend un danger, une fraction, une perte, une altération, chercher les conséquences et mettre en place les mesures conservatoire de protection. Et ce n'est pas tout, bien sûr, il faut la documenter, il faut les expliquer pourquoi, quel outil, quel moyen, quel règlement, quelle mesure. Une fois que vous avez mis en place la documentation légale, vous avez les dispositions fonctionnelles. Donc là, c'est le respect de la vie privée par conception et par défaut. Par principe, vous devez être conforme RGPD et respecté. Et lorsque vous mettez en place un nouveau traitement, une nouvelle action, un nouveau département, une nouvelle procédure, vous devez mettre en place une analyse qui va implanter le règlement général dans son fonctionnement. Sécuriser les systèmes d'information. Alors attention sur les systèmes d'information, je parle des systèmes d'information physiques et non physiques, puisque la donnée est matérielle ou immatérielle. Si je prends l'exemple du bulletin de salaire, aujourd'hui, le bulletin de salaire, vous l'avez en format PDF sur votre PC. Vous l'envoyez via le net. Ça, c'est une donnée immatérielle. Il arrive un moment où ce bulletin de salaire, vous allez l'imprimer. Donc, cette donnée devient matérielle et cette donnée est mise dans un classeur, dans une armoire, dans un bureau. Il faut sécuriser cette donnée matérielle. Établir un processus de gestion des droits des personnes concernées, bien entendu. Gérer les archives, les durées de conservation des données personnelles. Vous ne pouvez plus garder une intername jusqu'à la fin des temps les données physiques ou immatérielles dans vos structures, dans vos établissements. Vérifier et documenter au besoin des transferts hors Union européenne. Et oui, si vous sortez de l'UE, il y a des règles à respecter aujourd'hui. Sensibiliser les salariés à la protection des données personnelles, oui, parce qu'il ne sert à rien de mettre en place une conformité si vous n'avez pas l'adhésion de salariés et surtout si vous ne leur expliquez pas pourquoi, comment ça fonctionne et quelles sont les règles d'hygiène à mettre sur la gestion du système informatique. Et nommer un référent ou un délégué à la protection des données, soit une personne qui est en charge de relais, soit un DPO lorsqu'il y a des particularités sensibles sur vos données. Enfin, une fois que ce est fait, il faut le manager, il faut continuer à le faire vivre. Ce n'est pas quelque chose qui reste figé sur l'étagère et qui prend la poussière. Les lois évoluent, les outils évoluent, les habitudes évoluent, la cybercriminalité évolue. Plus vous mettez de défense, plus ils vont chercher plus loin. Donc, il faut s'impliquer dans la recherche systématique d'amélioration de son système d'information, comme vous le faites pour une veille commerciale. Vérifier les fiches de traitement, créer systématiquement les nouveaux traitements. À partir du moment où vous mettez une nouvelle procédure, hop, réflexe RGPD. S'informer régulièrement sur les risques cyber, les modifications du règlement, bien sûr, et rédiger un bilan annuel sur la protection des données une fois par an. Vous prenez ce que vous avez fait et vous le passez au filtre et vous regardez les points d'action qui ont été amenés et les points d'action à améliorer. Le système d'information, comme je vous disais, le système d'information est à la fois physique et non physique, matériel et immatériel. Donc, il faut connaître son système d'information, connaître son infrastructure et identifier les points critiques, aussi bien sur tout d'autres systèmes informatiques que sur vos bureaux. Est-ce qu'un bureau est fermé à clé? Est-ce qu'il y a une vidéosurveillance, etc. Identifier les bases de données et leurs caractéristiques.
Quelles sont mes bases de données? Où est-ce que je suis allé chercher mes bases de données? De quoi sont-elles constituées? Est-ce que tous les éléments qui concourent à la construction de ma base de données sont nécessaires? Sur quel support? Comment sont-ils régis? S'assurer de la qualité de la conformité des sous-traitants. Oui, je sais, je me répète, je suis désolé. Vous n'êtes pas seul, vous travaillez avec des partenaires, vous travaillez avec des outils. Il faut s'assurer que les outils ou les partenaires soient aussi dans cette conformité et assurent la même garantie que vous mettez en œuvre. Identifier et tester les mesures de sécurité. Ben oui, c'est bien de mettre un VPN, mais il faut vérifier si le VPN fonctionne et s'il est branché. C'est tout bête. Suivre, administrer, améliorer, vous avez compris. Je ne laisse pas la poussière se poser sur l'étagère. Je continue. Administrer, c'est aussi regarder quelles sont les personnes qui ont accès. C'est le cloisonnement qui a accès, comment, pourquoi, et améliorer. Oui, la 4G, nous sommes passés à la 5G. Qu'est-ce que ce sera demain? Quels seront les nouveaux outils? Donc, être en constante surveillance et d'amélioration. Alors, le RGPD, s'il était sur un régime déclaratif jusqu'en 2018, aujourd'hui, depuis 2018, les sanctions tombent. Alors, je ne vais pas vous faire un cours. Disons qu'il correspond une sanction à chaque article qui n'est pas respecté. Deux catégories principales. Première série d'amende, 20 millions d'euros jusqu'à 4% du CA annuel mondial total, en sachant que ce sera toujours l'amende la plus importante qui sera retenue. Et un deuxième niveau de sanction, une sanction administrative de 10 millions d'euros ou jusqu'à 2% du CA. Un article, un non-respect d'article, une sanction. Alors, je ne vais pas revenir sur les grandes sanctions que tout le monde connaît, sur les grands acteurs. Comme j'ai dit, ça se passe aussi chez vous, près de chez vous. Deux, trois exemples simples. Société de transport de voyageurs par taxi, défaut de coopération des services de la CNIL, sanction pécuniaire, 3 000 euros. Voilà. Un médecin, et oui, le monde des médecins aussi, manquement relatif à l'obligation d'assurer la sécurité des données, manquement relatif à l'obligation de notification et de divulgation de données, sanction pécuniaire, 20 000 euros. Juste pour histoire, c'était un médecin qui était dans un hôpital, il voulait mettre un logiciel de gestion de ses patients. Les directions de services informatiques lui disent non, pas pour l'instant. Donc, de sa propre volonté, il décide d'installer un logiciel en désaccord avec le service informatique. Il s'avère que ce logiciel avait une faille. La faille a été trouvée par un cybercriminel et nous avons retrouvé, enfin, les familles ont retrouvé les dossiers des enfants, c'est un pédiatre, sur Internet. Voilà, exemple tout simple. Société de livraison de repas, c'est la grande mode avec le confinement. Manquement relatif à l'obligation de requérir les consentements, manquement relatif à l'obligation d'informer, etc., etc. Sanction pécuniaire, 20 000 euros. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les gros, les structures petites et moyennes aujourd'hui sont aussi concernées par le non-respect des articles et donc par des sanctions consécutives. Alors, bien sûr, vous avez une première approche qui est la sanction par le jugement. Alors, comment la CNIL aujourd'hui effectue ses contrôles? Elle a tout simplement des programmes annuels de contrôle. Elle décide chaque année de mettre en place des contrôles. Exemple, cette année, nous avons les sites web. Donc, il y a des contrôles qui descendent en cascade aujourd'hui au niveau national pour voir la conformité des sites web. Mais aussi sur la réclamation, les signalements. Alors, ça peut paraître anodin, mais sachez qu'un client insatisfait peut déposer plainte à la CNIL. Ça serait dommage. Vous pouvez avoir aussi un salarié qui, aujourd'hui, est en désaccord avec une politique qui porte une plainte à la CNIL. Les concurrents, pourquoi pas, tout est possible aujourd'hui, ça s'est déjà vu. Et la presse. Tout simplement, la CNIL est informée qu'il y a eu une attaque cyber sur une entreprise. Elle descend, elle va vérifier ce qui s'est passé. Les initiatives, elles décident aujourd'hui d'attaquer les sociétés immobilières. Voilà. Donc, elles décident d'aller vérifier s'il y a des conformités. Les dispositifs de vidéoprotection, oui, c'est ça donne des grands pans de la CNIL, une partie de ces activités où elle vérifie la mise en place de ce dispositif et ses conformités. Et bien sûr, les procédures de contrôle clôturées, les mises en demeure, les sanctions. C'est-à-dire que lorsque la CNIL vient faire un contrôle ou fait une mise en demeure, elle revient quelque temps après voir si tout a été mis en ordre. Et si ça n'a pas été fait, je peux vous dire que là, elle est nettement moins tolérante. Les sanctions. Maintenant, je vais parler indirectement des sanctions économiques. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans le cadre d'un marché public ou privé, vous pouvez trouver des clauses d'exclusion parce que vous n'êtes pas conforme au RGPD. Ça serait un peu dommage de perdre un marché au dernier moment. Vous avez donc bien sûr les sanctions physiques. Aujourd'hui, un vol, une dégradation, un incendie, tout simplement, un incendie fait que votre base de données est détruite, vous n'avez pas fait de sauvegarde.
le temps de tout remettre en place, c'est une perte de temps, c'est une sanction financière qui arrive direct, pas besoin de jugement, hein. La sanction se fait toute seule. La question qu'il faut se poser, elle est fondamentale, c'est non pas si je vais subir une altération de mon système d'information, mais quand. Tout s'accélère, les chiffres augmentent, et tous les chiffres ne sont pas publics malheureusement parce que toutes les déclarations ne sont pas faites. Au niveau de l'informatique, dites-vous bien que demain, cet outil, cette informatique, s'il n'a pas été correctement sécurisé, vous pouvez produire un arrêt de production, mais vous avez aussi des vols de sites internet, les fakes qui permettent d'aller prendre des commandes en votre nom et percevoir de l'argent, les recevoir, ça vous avez entendu parler, et je parle aussi des fraudes de président, bien sûr. Alors, en fin de compte, le RGPD, c'est aussi anticiper et prévenir. Et vous entendrez souvent parler de ce plan de continuité d'activité, ce plan de reprise d'activité. La question est de se dire, je sais qu'il y a un risque, combien je suis prêt à supporter sur mes propres deniers ce risque et quel va être le temps de reconstitution de mon activité. Même un simple site web de vente de vin au niveau national. Alors, oui, les obligations, oui, il y a des contraintes pour l'entreprise, mais n'oubliez pas que le citoyen devient aussi un salarié. Et le salarié a des obligations. Il doit suivre les processus mis en place par l'entreprise. Il y a une charte informatique, il y a des autorisations, des interdictions. Ne pas suivre ce processus est une faute professionnelle, c'est le met en danger le système d'information. N'utilisez que les solutions validées par le DSI. Je vous rappelle ce médecin qui avait décidé de prendre un propre logiciel pour suivre ses enfants, ses patients. Respectez la charte d'utilisation des systèmes d'information. Traiter les données dans le respect de la vie privée. Oui, mais si vous avez un questionnaire qui est bien ciblé, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres informations que celles qui sont ciblées dans le questionnaire. Lorsque je vais chercher les informations nécessaires à l'utilisation de mon activité. Et alerter en cas de piratage, de traitement de données non autorisées. Vous avez une défaillance, vous avez quelque chose qui ne paraît pas normal, prévenez tout de suite votre hiérarchie et votre DSI. Juste pour information. Article du Code pénal, le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Le site devient salarié, il y a des obligations, il y a des contraintes, et il y a aussi des sanctions. Alors, mettons ce RGPD en place. Passons à l'action. Vous l'avez compris, la première chose, c'est d'auditer. Auditer les traitements, auditer les sous-traitants, auditer le système d'information. Analyser, auditer, cartographier. Ensuite, sécuriser. Sécuriser les processus, sécuriser les personnes, sécuriser mon système d'information. Analyser, comprendre, sécuriser. Et documenter. Expliquer, aller chercher, mettre en place la procédure, les droits des personnes, les risques, les registres et les évolutions. Et oui, parce que comme... Et je me répète, je suis désolé, hein, mais ce n'est pas figé. Comme dit la CNIL, le RGPD, ça se passe en 4 actions. Constituer un registre des données de traitement, faire le tri de vos données. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces données? Quelle est la finalité? Quoi, pourquoi, comment, dans quel but? Respecter les droits des personnes. Et bien sûr, et je me répète, je suis désolé, sécuriser, sécuriser, sécuriser. Le RGPD, c'est quoi? C'est un classeur avec 3 intercalaires. Premier intercalaire, le registre des traitements. Deuxième intercalaire, le registre des sous-traitants. Troisième intercalaire, le registre des incidents. Et ce que nous appelons les livrables RGPD, la charte informatique, la politique de confidentialité, construction simplifiée, la conformité de mon site internet. J'ai mon classeur, j'ai mes 3 intercalaires. Et je vais y rajouter 2 piliers. Le système d'information, dans lequel je vais avoir mon informatique et mon établissement, mon bureau, mon usine, mes locaux. Et je vais cartographier mon système d'information, je vais analyser mon système d'information et je vais sécuriser mon système d'information. Une image à retenir du RGPD, ça serait celle-ci. Enfin, pour votre entreprise,
Mettre en place cette conformité sur votre marché, c'est améliorer votre marque entreprise. C'est un message fort que vous donnez, comme quoi vous êtes dans une transparence sur la gestion des données, que vous avez sécurisé votre outil et que vous êtes avec une marge, une preuve de qualité, de volonté de s'inscrire dans cet événement social. C'est un outil de gestion. Cela va vous permettre de quantifier, qualifier, améliorer votre relation avec vos clients, vos partenaires, vos sous-traitants et aussi vos salariés. Et là, c'est un peu dans la démarche QVT, c'est dire à vos salariés, j'ai mis en place les outils pour protéger mon outil et je vous donne les moyens de vivre correctement la protection des données et la mise en place de cette conformité. Et enfin, c'est un outil d'anticipation, de contrôle. Et je vais revenir sur ce volet cybersécurité, c'est mettre en place des protections, une protection financière, ne pas retrouver votre outil bloqué, ne pas perdre de l'argent, une protection intellectuelle et bien sûr une protection de la production. Trois mots-clés, un bon DPO, un bon relais RGPD, un bon privacy par design, une bonne conception et une bonne sécurisation, donc la Secure by Design. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je vous ai appris peut-être des choses, mais enfin, je vous ai vulgarisé le RGPD et que vous avez compris la nécessité, l'obligation et les avantages de cette mise en conformité. Je vais laisser la parole maintenant à Florent pour vos questions techniques. Gaëtan, vous souhaitiez prendre la parole, j'ai vu que vous aviez ouvert votre micro. Oui, bah, tout simplement, merci Jean-Philippe pour ce premier niveau d'information au sujet sur le thème du RGPD. Voilà, avant de passer aux questions, Florent, voilà, je pense que n'hésitez juste rappeler, voilà, c'est le moment, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a beaucoup de termes techniques qui ont été abordés par Jean-Philippe. J'ai peut-être conscience que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Jean-Philippe et Florent sont là pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Et comme le disait Jean-Philippe, c'est voilà, c'est un premier niveau d'information. Il y aura animés par Florent, il y aura des ateliers pour approfondir certains sujets si vous le souhaitez. Donc, si vous êtes intéressé par ces ateliers, donc je le rappelle, qui sont mardi 15 par tranche de demi-heure en visioconférence, n'hésitez pas, il y a mon mail, je remettrai mon mail dans la discussion. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à écrire directement dans l'onglet discuter, dans l'onglet discussion, et Jean-Philippe ou Florent vous aiguillera à ce sujet. Merci Florent, je te relaisse la main. Merci Gaëtan. Alors, pour répondre, il y a une question qui a été posée dans le chat à laquelle j'ai répondu directement. Pour ceux qui n'auraient pas vu, est-ce que les logiciels comme PackOffice et Adobe sont considérés comme des sous-traitants? Alors, comme l'évoquait Jean-Philippe au cours de la présentation, en effet, ces logiciels-là, mais plus précisément les éditeurs de ces logiciels, sont considérés comme étant des sous-traitants. Puisque si vous utilisez un logiciel en mode SaaS, il va être hébergé par l'éditeur. Donc, vous allez confier des données et l'éditeur va les héberger lui-même. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire du coup de s'assurer de la mise en conformité de ces outils. Donc ensuite, une autre question qui était, est-ce que vous allez avoir la présentation? Donc la présentation vous sera communiquée à l'issue du webinaire, on la transmettra à Gaëtan qui se chargera de vous la transmettre. Et une question très intéressante et sur laquelle je suis assez souvent confronté, donc, pourquoi ne pas valoriser la démarche en poussant jusqu'à la certification ISO 27001-2019 afin de rentabiliser la démarche RGPD? Alors, je suis confronté, quand je mets en place la conformité de nos clients au sein du cabinet, à des prestataires informatiques essentiellement. Lorsque je leur demande leur conformité au RGPD, ils me répondent qu'ils sont certifiés ISO 27001. C'est une bonne chose, la certification ISO 27001, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne permet pas d'assurer la conformité globale au RGPD. Il s'agit là du pan de la sécurité des systèmes d'information. Et la sécurité des systèmes d'information est une partie, un des piliers, mais n'est pas le RGPD de manière générale.
En plus, la certification ISO 27001, c'est pas forcément une certification qui est accessible à tout type d'entreprise, puisque les entreprises n'auront peut-être pas forcément les moyens financiers ou matériels de pouvoir passer cette certification. Et enfin, elle n'est pas forcément nécessaire, puisque le niveau de sécurité des données qui est exigé par le RGPD n'est pas un niveau uniforme. On ne sera pas confronté aux mêmes acteurs, et donc par conséquent, en fonction de la sensibilité des données qui sont traitées, de la nature de l'activité et des traitements qui seront mis en œuvre, le niveau de sécurité ne sera pas le même. Si c'est juste la gestion d'un fichier client pour faire de la livraison, ce ne sera pas la même chose que d'avoir un fichier de patient pour un médecin. Donc, ça dépendra également des nécessités et ce sera révélé au cours d'analyse d'impact à la protection des données. Donc, j'espère avoir répondu à votre question à ce niveau-là. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez préciser ou à l'écrire dans le chat. Il me semble que vous pouvez également lever la main si vous souhaitez intervenir. Pour peut-être faire un lien, on a abordé, Jean-Philippe, vous avez abordé le sujet des registres obligatoires des données et des sous-traitants. Peut-être approfondir un peu ce sujet qui est, sauf erreur de ma part, attention, une obligation légale. Oui, complètement. C'est une obligation légale. Donc, pour approfondir, je vais un peu vous expliquer les données, les informations qui doivent être présentes dans ces registres. Donc, concernant le registre des traitements, vous allez devoir déterminer les finalités, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'utilise ces données. On va prendre l'exemple d'un traitement de prospection. On va avoir la constitution d'un fichier de prospect, on va avoir la communication sur des offres commerciales, peut-être l'inscription à une newsletter, une lettre d'information. Donc, plusieurs finalités qui vont entourer un traitement. Dans ce registre, vous allez devoir également décrire comment vous le mettez en œuvre. Est-ce que ces données, vous les récupérez par de la cooptation? Est-ce que vous achetez des bases de données? Est-ce que vous avez des annuaires physiques papier ou des annuaires numériques? Donc, toute une description du contexte. Ensuite, dans ces registres, vous allez devoir identifier les données que vous collectez. Donc, globalement, sur de la prospection, ça va être du nom, du prénom, la raison sociale de la société, une adresse mail et un numéro de téléphone potentiellement. Donc, attention, par exemple, sur de la prospection, si vous collectez 2 moyens de communication, adresse mail et téléphone, privilégiez d'en conserver qu'une pour respecter le principe de minimisation qui avait été évoqué par Jean-Philippe au cours de la présentation. Une fois que ces données sont identifiées, vous devez également décrire comment vous les conservez et pendant combien de temps. Cette conservation, il faut pouvoir distinguer l'archivage des données dans une base de données qui vous est utile, c'est-à-dire dans une base active, c'est-à-dire j'ai besoin des données pour réaliser le traitement, je les conserve dans une base facilement accessible. Une fois que je n'ai plus besoin de ces données, vous avez 2 possibilités. Soit vous êtes dans l'obligation de les détruire, et dans ces cas-là, vous les détruisez, il y a différents mécanismes. Et sinon, vous avez peut-être une obligation légale ou un intérêt administratif à les conserver. Par exemple, pour faire des bilans comptables ou encore pour pouvoir, en cas de contentieux avec un de vos clients, vous allez conserver certaines de ces données pendant une durée qui sera de 5 ans pour le coup. Et donc là, ce sera de bien faire attention à dissocier ces données et à les archiver dans une base qui sera totalement différente et qui ne sera accessible qu'au niveau administratif et pas au niveau opérationnel, par exemple. Donc ça, c'était sur les durées de conservation. Vous devez également identifier la source de vos données. Donc ce que je disais tout à l'heure, la cooptation, les annuaires, etc. pour la prospection. Et les personnes concernées. Est-ce que ces personnes sont des entreprises, donc du B2B? Est-ce qu'on est sur des consommateurs? Pour pouvoir identifier ça. Ensuite, vous avez les bases légales de votre traitement. Donc, Jean-Philippe a parlé du consentement tout à l'heure. En effet, pour de la prospection sur du B2C, le consentement est nécessaire. Sur du B2B, on va avoir d'autres mécanismes. Mais globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, vous, pour votre activité, il y a 4 fondements principaux. Il y a un contrat,
Admettons, vous concluez un contrat et donc pour pouvoir exécuter le contrat, vous avez besoin de collecter ces données. Donc là, vous n'avez pas besoin du consentement, vous avez votre contrat. Vous avez également l'intérêt légitime qui va être, par exemple, vous avez besoin de collecter l'adresse IP de vos salariés pour qu'ils se connectent à votre réseau informatique. C'est une mesure de sécurité et qui relève de votre intérêt légitime. Il faut faire très attention à l'intérêt légitime, il est très restreint. Mais la CNIL a identifié, je vous mettrai le lien ensuite, plusieurs motifs d'intérêt légitime. Ensuite, il y aura le consentement qui a été expliqué. Et le quatrième, qui est une obligation légale. Par exemple, sur votre contrat de travail, vous avez des informations obligatoires à intégrer, donc c'est une obligation légale qui justifie le traitement. Donc, globalement, voilà ce que doit contenir le registre des traitements. Pour le registre des sous-traitants, on va aller un peu plus vite. C'est l'adresse mail du relais ou du DPO de votre sous-traitant et toute la documentation que vous pouvez récupérer pour la conformité. Donc, les politiques de confidentialité, les accords de sous-traitance RGPD, les conditions générales de vente et d'utilisation. Parfois, certains de vos sous-traitants auront des plans d'assurance sécurité, donc qui concernent là plus tout ce qui est cybersécurité et sécurité physique des locaux que vous pouvez intégrer. Donc, toute la documentation nécessaire pour prouver la conformité de vos sous-traitants. Et sur le registre des incidents de violation de données, c'est vous perdez votre ordinateur ou vous oubliez votre ordinateur dans le train. Vous savez que vous avez un mot de passe qui n'est pas forcément très sécurisé, qui est une date de naissance ou le nom d'une personne qui vous est chère, généralement qui va commencer par une majuscule et qui se terminera par un chiffre. Donc ça va être à noter dans le registre. J'ai perdu mon ordinateur, il contient ces données-là, et en fonction des données que votre ordinateur contient, vous allez devoir soit informer la CNIL, soit aller encore plus loin et informer les personnes. Voilà sur les registres. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que j'ai été assez clair. Donc, Madame Musial, bonjour. Dans le cadre de l'organisation d'un jeu concours, dans un point de vente par exemple, quelles sont les obligations légales en termes de RGPD? La finalité étant de récupérer les données afin de les réutiliser pour des campagnes de communication ponctuelles. Alors, j'imagine que là, vous êtes donc dans un point de vente, donc c'est en direct. Donc vous allez avoir un formulaire que la personne va remplir avec ses coordonnées pour participer au jeu concours. Vous allez avoir dans ce formulaire l'obligation de mettre ce qu'on appelle des mentions d'information, d'informer les personnes sur le traitement. Donc, ça va être, nous collectons notre entreprise, vous identifiez votre entreprise, collecte les données pour la réalisation d'un jeu concours. Donc là, pour le jeu concours, il s'agira plutôt d'un contrat puisque la personne va s'inscrire pour avoir un service qui est de participer au jeu concours. Vous allez devoir expliquer si oui ou non les données sont transférées en dehors de l'Union européenne. Je ne connais pas votre activité, mais si vous avez des filiales en dehors de l'Union européenne, il faudra faire attention si ces données sont communiquées ou non. Vous allez devoir également expliquer aux personnes les droits dont elles disposent. Donc les droits qui ont été expliqués par Jean-Philippe, droit d'accès et de communication, droit de modification, droit d'opposition, droit à la limitation, etc. Et comment les exercer. Donc leur donner accès à une adresse mail qui leur permet d'exercer leurs droits. Enfin, et c'est là où le plus important, et ce qui vous intéresse le plus, la campagne de communication ponctuelle. Le jeu concours et la campagne de communication sont, en termes de RGPD, des finalités complètement distinctes. Elles ne poursuivent pas le même objectif. Et dans ce cadre, vous allez être obligé de recueillir le consentement des personnes. Et donc d'intégrer dans votre formulaire une case à cocher et faire signer votre formulaire disant que la personne vous autorise à utiliser ces données pour des campagnes de communication commerciale ponctuelle. Mais vous ne pourrez pas réutiliser sans l'accord et sans le consentement des personnes. Ok, merci pour votre réponse, Florent, sur ce cas pratique. Profitez, n'ayez pas peur de poser des questions, profitez d'avoir un juriste, vous avez l'homme de l'art, vous avez compris que moi je suis juste la personne qui met les gens en relation, vous avez un homme de l'art, profitez-en. Et si vous n'osez pas, vous pourrez poser les questions le 15.
En sachant que l'idée du 15 n'est pas d'auditer votre société, de vous dire si vous êtes conforme ou pas conforme. L'idée du 15, c'est de répondre à des questions qui pourront être suscitées à l'issue de ce webinaire. Donc, allez-y. Peut-être en attendant une prochaine question, Jean-Philippe, vous avez aussi abordé le sujet de la sécurisation des données. Oui. Est-ce que peut-être vous avez, comment dire, est-ce que vous avez peut-être des outils que les entreprises peuvent mettre en place pour sécuriser ces données? Alors, Qu'on peut peut-être faire un petit point oui, dessus? bien sûr, et Florent prendra le relais. Première chose, nous avons un adage au sein de MadiJP, c'est que nous ne vendons pas ce qui est gratuit. Donc aujourd'hui, vous avez des guides qui sont fournis par la CNIL et la NSSI, ouverts au public, qui vous expliquent qu'est-ce que aujourd'hui l'hygiène informatique et quelles sont les mesures de sécurité, je dirais, initiales à mettre en œuvre dans votre activité. Alors, ça passe de choses très simples qui sont ces fameux mots de passe. Ne plus mettre la date de naissance du petit dernier ou de site de chiffres, mais aller chercher donc des mots de passe qui sont complexes, de 12 à 16 caractères. Alors, si bien sûr ça fait peur, il y a des méthodologies, il y a des outils. Il y a un outil qui est formidable aujourd'hui qui permet de gérer ces mots de passe qui s'appelle KeePass, qui est gratuit, qui a été validé par la NSSI. Vous avez des réflexes tout simples. Votre PC aujourd'hui, vous devez dissocier le droit administrateur du droit utilisateur. Il doit être crypté, je dois avoir un antivirus. Si je me connecte à l'extérieur de ma société, il faut être équipé d'un VPN. Il faut que je pense à faire régulièrement mes sauvegardes, et je répète toujours cette notion de sauvegarde. Donc, il y a un ensemble de réflexes, je dirais, essentiels ou élémentaires à acquérir et qui sont à disposition. C'est du bon sens. En fin de compte, nous n'inventons rien, c'est du bon sens. Si ce n'est que aujourd'hui, les technologies évoluent, la société évolue, et il faut toujours être en veille sur cette évolution. C'est, par exemple, ne pas avoir le même téléphone pour l'usage professionnel et l'usage privé. Je discutais encore avec une société à Toulouse, elle me disait, ils sont en plus filiales d'un groupe allemand, vous imaginez bien que les Allemands sont hyper carrés. En 2018, 80% des sociétés allemandes étaient RGPD, 7% en France. Donc, ils ont une très belle règle et impeccable. Elle dit, mais voilà, moi, mes salariés, sur le téléphone professionnel, ont mis toute leur application perso, leurs emails perso, leur gestion de banque. Souci, parce que c'est mettre en danger son activité et c'est se mettre en danger en tant que salarié parce qu'il y a non-respect de la charte informatique. Voilà. J'ai d'autres exemples. Une société qui avait demandé cette séparation, un des salariés était mécontent, donc sur le PC, il avait mis la possibilité d'accès à ses emails personnels. Très bien, pas de souci, si ce n'est qu'il a ouvert un mail frauduleux qui a planté toute la boîte. Voilà. Ce sont des choses simples, des réflexes simples. Après, il faut faire la différence entre, et ça c'est un point très important parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse campagne sur la cybercriminalité, c'est assez anxiogène. Il faut faire la différence entre un audit informatique et une analyse cartographie faite par un DPO. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire si vous avez un PC, un Lenovo, un Sony, un Samsung, je ne suis pas là pour dire s'il est mieux ou moins bien. Je suis là pour regarder, nous sommes là pour vérifier si tous les outils mis en place sont là pour concourir à sa sécurité. C'est très important. Et c'est là où nous sommes complémentaires et nous différencions d'un audit purement informatique. Florent ? Oui, alors pour compléter un peu ce que dit Jean-Philippe, sur certains points, notamment qui ont été abordés, la question du VPN. Alors le VPN, en fait, c'est un réseau privé qui vous permet de vous connecter sur des serveurs qui ne sont pas, qui n'ont pas la même adresse IP et donc qui ne permettent pas de remonter à votre localisation, etc. Donc quand vous êtes sur un réseau Wi-Fi public, par exemple, c'est très important de l'utiliser car ces réseaux Wi-Fi publics sont fortement utilisés par les attaquants pour récupérer des données sur votre outil informatique. Concernant les sauvegardes, il faut faire attention à la distinction entre une copie et une sauvegarde. Une copie, ça va être j'ai mon document local sur mon ordinateur et je le mets, pas à niveau professionnel, mais
ça va parler à tout le monde, je le mets sur mon Google Drive. Ça va être une copie. La sauvegarde, ça va vraiment être une sauvegarde de l'ensemble de votre système informatique sur des serveurs, donc soit dans votre activité ou hébergés par des sous-traitants. Et il faut faire attention puisqu'il faut avoir au moins 2 sauvegardes avec des redondances entre chaque sauvegarde, c'est-à-dire que s'il y en a une qui tombe, l'autre permettra de rattraper celle qui est perdue. Ça a été le cas notamment avec OVH récemment, qui a eu ses locaux à Strasbourg qui ont brûlé. Et donc dans des endroits distincts, vous l'aurez compris. Au niveau de la sécurité, il faut faire très attention aussi lorsque vous êtes en télétravail. La plupart du temps, vous allez utiliser votre box Wi-Fi, mais votre box Wi-Fi qui ne va pas être configurée et totalement sécurisée. Par exemple, vous allez avoir laissé le nom par défaut qui a été attribué à votre box, ce que tout le monde fait la plupart du temps, ou alors vous l'aurez renommé par votre nom, prénom ou quelque chose qui vous permet d'identifier facilement la box. Donc ça, déjà, c'est un premier problème. Il faut changer ce nom par quelque chose, par des caractères aléatoires et incompréhensibles. Il faut également changer le mot de passe par défaut, puisqu'il est possible de remonter aux informations constructeurs d'usine pour retrouver les mots de passe qui ont été configurés par défaut. Et donc, hacker votre Wi-Fi et par conséquent vos outils informatiques qui y sont connectés. Il faut mettre en place, du coup, il faut appeler votre opérateur qui vous configurera gratuitement un pare-feu. Donc, de niveau, alors là, tout dépendra des données que vous traitez chez vous en télétravail, mais avec différents niveaux. Donc, il y a des niveaux plutôt faibles qu'on ne recommande pas, des niveaux moyens qui vont parfois être suffisants par rapport à votre activité, et le mieux, c'est le niveau élevé. Donc, globalement, voilà, pour compléter ce qu'a dit Jean-Philippe, c'est ce qu'il y a de plus important à savoir. Et à titre personnel, il y a cet outil, je reviens dessus, le téléphone, et il y a aussi tout ce qu'on appelle les objets connectés. Oui. Et aujourd'hui, une chose qui est très simple, c'est de refuser tous les accès que demande le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, les différentes applications ou les utilitaires ont besoin d'accéder à mes contacts, à ma caméra, etc. Cette fameuse montre que je mets, moi j'en ai pas, cette fameuse montre connectée aussi, il y a des paramètres à bloquer. Il faut bien faire attention à quel type d'objet connecté. Et si je vais transférer dans l'activité, combien de sociétés aujourd'hui ont des photocopieurs avec un Bluetooth, un Wi-Fi open, avec 4 chiffres, 0, 0, 0, 0. N'importe quel gamin aujourd'hui, avec 3 € peut acheter une petite revue, les brides à côté et s'amuser à hacker tout votre système en passant par votre copieur. Mais ça va jusqu'à la vidéo de surveillance qui est en Bluetooth et qui n'est pas protégée. Nous pouvons en parler plus facilement puisqu'au sein de nos structures, nous avons mis en place un service de pentester et c'est une des actions aujourd'hui lorsque nous vérifions et validons la sécurité des systèmes d'information de nos clients. Nous faisons un plaisir, bien sûr, d'aller chercher tous ces points d'entrée et d'ancrage qui ne sont pas sécurisés et qui pensent aujourd'hui, lorsqu'il met une application, ne serait-ce qu'une souris ou un clavier sans fil, à regarder si c'est sécurisé ou non. Voilà. Ce sont des actes réflexes, en fin de compte. Donc, pour reprendre, donc c'est monsieur ou madame Joubert, désolé, n'ayant pas la particule devant votre nom. Mon discours en tant que spécialiste de la 27001 n'est pas différent du vôtre. J'aurais pu faire la même intervention. Monsieur, très bien. Toutefois, lorsque l'activité le requiert, ne pensez-vous pas qu'un lingot 27001 qui, dans la dernière version intégrée, bon, et la fin, je n'ai pas compris. Alors, mais déjà, je suis ravi, on travaille dans le même domaine et on devrait déjà travailler ensemble. Ça pourrait apporter des points supplémentaires, vous du côté 27001 et nous du côté réglementaire. Alors, en effet, mon discours de tout à l'heure sur la 27001 n'était pas de dire que c'était inutile, au contraire, c'est vraiment une certification très importante pour les entreprises. Si vous avez la possibilité de la passer, faites-le sans hésiter. Et en effet, le logo 27001 peut être utile. Donc voilà, en sachant que voilà, aujourd'hui, l'intervention est assez généraliste, qu'on aborde on a essayé d'être plutôt clair et de ne pas rentrer trop dans les détails, enfin, dans les détails juridiques vraiment par article.
Mais voilà, donc on rentre plus dans ce discours et plus profondément lorsqu'on réalise des audits avec nos clients. Voilà, j'espère avoir répondu à votre commentaire. Monsieur Joubert, prenez mon mail, appelez-moi. Prenez mon téléphone, écrivez-moi. Voilà, le fait de mettre aussi Calliope, parce que j'entends aussi beaucoup ce discours, nous travaillons avec pas mal de CFA, qui me disent, mais je suis Calliope, donc je suis RGPD. Non. Florent, Je confirme. voilà, il faut faire attention. Ça peut être un très bon indicateur, mais il ne faut pas se reposer uniquement dessus. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions? Moi, j'ai une petite dernière question, peut-être un dernier petit sujet à aborder, un peu plus léger que des normes ISO. On a parlé de data broker. Je voudrais peut-être, est-ce que vous pouvez éclaircir ce que c'est exactement pour que tout le monde soit au fait et peut-être ait conscience et juste savoir ce qu'est leur métier et ce qu'ils font de nos données. Je pense que ça peut être un sujet intéressant, un peu plus léger en effet, hein, mais ou pas d'ailleurs. Florent? Les data brokers, c'est toutes les startups, comme l'expliquait Jean-Philippe, qui développent des applications et qui ne sont pas forcément très vertueuses. C'est des applications qui vont vous rendre un service, par exemple, suivre votre préparation sportive, suivre vos déplacements, vous faire un rapport sur votre activité, sur ce que vous avez brûlé comme calories, par exemple. Donc, ça va être toutes les applications qui sont beaucoup en lien aujourd'hui avec les objets connectés et donc qui captent de la donnée. Ces applications sont généralement des applications américaines ou hors de l'Union européenne. Et donc, ces données qui vont être captées, ils n'ont pas les mêmes exigences au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'eux ils collectent des données de l'Union, enfin de personnes de l'Union européenne, donc sont soumises au RGPD, mais de par leur nature et leur conception du traitement de la donnée, ne respectent pas le RGPD, évidemment. Et c'est très compliqué de les mettre devant le fait accompli. Donc, il y a des reventes de données, notamment via Google. Puis, en plus, vous passez par des objets connectés. Donc, ces applications-là, en fait, permettent de faire le pont entre vos données et puis votre Apple Watch, votre Google Watch également, les montres Samsung. Donc, c'est vraiment des services qui vont collecter vos données en temps réel, sur de la géolocalisation, par exemple, aussi. Par exemple, vous allez avoir une application qui permet de vous accrocher un petit traceur sur votre jeu de clé pour être sûr de ne pas perdre votre jeu de clé. Donc, vous avez constamment la géolocalisation de vos clés qui va être communiquée. Et puisque vous l'avez sur vous, on vous trace également, sauf quand vous l'avez perdu, bien évidemment. Donc, globalement, c'est ça. Voilà, Jean-Philippe. Oui, les data brokers, en fin de compte, je vous invite à regarder, si vous avez Netflix, c'est Cambridge Analytica, ou de regarder en rediffusion la dernière mission de Cash Investigation. En fin de compte, le but d'un data broker, c'est de collecter un maximum d'informations, ce qu'on appelle des points. On arrive aujourd'hui à faire 70 000 points sur une personne, de définir un profil, à la fois profil physique, mais profil psychologique, pour soit anticiper anticiper un réflexe d'achat, un réflexe de consommation, mais aussi pour manipuler, pour influencer. C'est très important aujourd'hui. On est vraiment sur cette notion d'ingénierie sociale et de profilage psychologique de l'individu. Et leur job, c'est d'aller chercher un maximum d'informations, de collecter ce maximum d'informations en vue de les revendre pour différentes applications. Je crée un produit, je veux un profil type. Je fais une campagne électorale, je veux un profil type. Je veux faire une déstabilisation politique, je veux tel profil type. Voilà. Alors, il y a des actions dernièrement contre ces data brokers qui ont été sérieusement attaquées, mais on n'en parle pas assez. C'est ce qu'on appelait avant la propagande, qui est aujourd'hui devenue influence. Et c'est un des facteurs aussi des fake news et de toutes ces théories du complot, par exemple.
Voilà, ou comment influencer un électorat. Je dis ça, dans 15 jours, il y a des élections, par exemple, je crois, en France. Voilà, l'idée, bon, on n'en est pas là en France, heureusement, mais c'est ça, c'est dessiner l'archétype et d'anticiper ou de créer un besoin ou une action ou un réflexe. C'est très insidieux. Oui, ok. Je vous invite, vous en avez un peu discuté, je vous invite ouais, à revoir en replay le reportage de Casse Investigation mené par Élise Lucet, qui de mémoire s'appelait Nos données valent de l'or, Oui, qui est passé à la télé peut-être mardi 20, quelque chose comme ça. il y a 15 jours, je pense. 15 jours, Ouais, qui est assez édifiant et qui, qui vous éclairera et peut-être vous ouvrira les yeux sur, sur le traitement des données qui peuvent être faites par certaines entreprises américaines et plus proches de chez nous, françaises aussi. Ouais, et le reportage Cambridge Analytica est aussi édifiant. intéressant. Pour vous faire un petit trailer sans vous spoiler. C'est sûr, c'est une entreprise qui a utilisé les données des réseaux sociaux pour manipuler les élections américaines de 2016. Voilà, et vous verrez Facebook sous un autre regard. Et également le Brexit en Angleterre. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on en a fini. Je ne vois pas apparaître de nouvelles questions. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire.